Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Architecture Art et Design en Afrique. Dans ce nouvel épisode, je reçois Timélia Zanifé qui est architecte d'intérieur et designer. Et dans cet épisode, nous parlons du rôle de l'architecture d'intérieur dans nos sociétés et dans nos sociétés africaines et béninoises. Nous parlons aussi de la différence entre architecture et architecture d'intérieur et de la collaboration entre ces deux corps de métier. Nous avons aussi parlé du parcours de Timélia, qui est aussi une leçon sur le fait de se réorienter pour être plus épanoui dans la vie. Et on donne aussi pas mal de petites astuces sur comment dessiner son parcours idéal. C'est une discussion que j'ai beaucoup aimé avoir et j'espère que c'est une discussion que vous aimerez écouter aussi. Je m'excuse par avance pour la qualité du son qui au début n'est pas très bonne mais qui s'améliore au fur et à mesure de l'épisode. Bon épisode. Bonsoir Timélia, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté de partager ton expérience avec moi et avec les personnes qui nous écoutent. De rien, avec plaisir. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Timélia Zanifé, je suis franco-bénino-centrafricaine et je suis de formation architecte d'intérieur et designer. Et en parallèle, je suis aussi consultante pour une entreprise au Bénin. Comment est-ce que tu as décidé d'étudier l'architecture d'intérieur et le design? C'est une longue histoire, donc je vais faire un résumé. Mais de base, je voulais être chirurgien cardiaque. Ok. Et puis ensuite, j'ai décidé que c'était pas quelque chose dans lequel je pourrais vraiment m'épanouir. Okay. Et je dessinais depuis longtemps, donc à un moment de ma vie, j'étais inscrite en psychologie. C'est ma mère qui m'a proposé de faire les beaux-arts, d'aller à un cours aux beaux-arts, comme j'avais pas beaucoup d'heures de cours, j'avais pas mal de temps libre. Okay. Et donc en fait, je me suis inscrite à un cours un peu au hasard. Je crois que je m'étais inscrite un peu tard, donc ça devait être le dernier cours qui restait. Et c'était un cours de perspective. Et j'ai adoré dessiner la perspective. Donc le soir même, je me suis renseignée sur comment est-ce que je fais plus de perspective et c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais faire architecture d'intérieur. L'année qui a suivi, je me suis inscrite dans une école pour faire un master en architecture d'intérieur et design et voilà comment je suis devenue architecte d'intérieur. Très intéressant. Du coup, tu as étudié dans quelle université? Tu as parlé de Beaux-Arts, mais tu n'as pas parlé de... J'ai compris que tu avais fait... C'est une école. Ouais, j'ai fait ma première année. Alors à l'époque, il y avait une année qu'on appelle la MANA, qui est la mise à niveau en arts appliqués. Oui. Et donc ça, j'ai fait la MANA à l'Institut supérieur des arts appliqués de Rennes. Et ensuite, je suis allée à Paris. Donc dans la même école, hein, c'est l'Institut supérieur des arts appliqués, mais de Paris. Ok. Mais pourquoi, du coup, tu as décidé de passer de Rennes à Paris? Parce que Rennes c'était trop calme pour moi. J'avais besoin de plus on va dire, de stimulation culturelle. Donc Rennes c'est une bonne ville étudiante, hein. Franchement c'est sympa, mais c'est vrai que à cette époque-là j'étais plus attirée par Paris. Je suis plus parisienne que rennaise. Rennes c'était vraiment juste c'était un stop, on va dire, dans ma vie. Et puis mon frère habitait à Rennes. J'ai juste fait 2 ans à Rennes. C'était l'année où j'étais en psycho et ma première année d'architecture d'intérieur. Et c'est parce que mon frère habitait là-bas, donc je l'ai rejoint à Rennes. Et puis ensuite, je suis allée à Paris. Voilà. Mais Paris, j'ai grandi là-bas. J'y allais tous les ans. Enfin, vraiment, beaucoup de familles à Paris. Donc Paris, c'était aussi un choix assez logique. Et il y avait la majorité de mes amis qui étaient déjà à Paris. Donc. D'accord. Mais du coup, tu vivais à Paris avant de faire tes 2 premières années d'études à Rennes, avant d'y retourner, c'est bien ça? Non. Je suis née à Paris. J'ai grandi à Cherbourg en Normandie. Et quand j'étais en
fin de seconde, on est parti avec toute ma famille, on était aux Ok, États-Unis. Donc j'ai passé mon bac enfin j'ai passé mon bac à ok. Washington et puis ensuite je suis rentrée. Et pour les études de médecine, quand j'ai commencé, j'étais à Lyon et Ok. ensuite je suis allée à Rennes et puis ensuite Paris. Du coup, tu as dit, au début, tu as parlé d'études d'architecture d'intérieur et de design. C'était la même filière en deux, c'est ça? C'est un double master. Ok, ok, Ouais, ouais. Donc les deux étaient, enfin j'ai un double diplôme quoi. Les deux allaient d'accord, ensemble. ok. Et globalement, c'était quoi ton ressenti, c'était quoi oui, ton ressenti par rapport à ces études-là? Bah moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était plus adapté, on va dire, à mon tempérament que les études de médecine ou d'autres études où c'est très théorique. J'avoue que apprendre des choses par cœur, en fait, je m'ennuie très vite. C'est un Hmm, truc qui, encore maintenant, je peux très vite m'ennuyer, donc c'est un métier qui me va très bien parce que on est plutôt dehors. Et si on fait des choses, enfin, on fait pas, on fait de l'administratif, mais c'est une petite portion du métier. Donc moi j'ai bien aimé, hein. C'était toujours des projets différents, c'était différent. J'étais pas en souffrance comme j'ai pu être dans les années d'études avant. En hmm, souffrance, pas parce que c'était difficile. J'avais pas de mal à passer les classes ou à suivre les cours, mais je m'ennuyais. Donc oui, en souffrance parce que j'étais pas, on va dire que j'étais pas stimulée hmm, euh, de la bonne manière. Donc c'est des études que j'ai beaucoup apprécié de les faire. je vois, intéressant. Mais du coup, j'aimerais discuter d'après ces études-là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé un moment à Paris ou dans une autre ville où tu es directement entré au Bénin. Oui, 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 oui. Ben non, c'était juste, bon, c'était pas ma première expérience parce que pour chacune de mes années d'études, on avait un stage obligatoire. Donc D'accord. j'ai fait des stages dès la première année à différents endroits. Ou dès Ok. la deuxième année, pardon, j'ai fait 4 stages au total, 3 ou 4. Mais c'est juste que comme c'était l'année de master, c'était 6 mois de cours, 6 mois de stage. Donc j'avais commencé, je pense, mon stage chez elle en février 2020 et on a été confinés en mars 2020. Et j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais choisi ce stage-là face à d'autres qui auraient pu être plus intéressants du coup en temps de Covid. Parce que ce stage-là, c'était du coup de la direction artistique de marques de mobilier de luxe. Et notamment, elle participait à organiser le salon Maison et Objets pour les marques dont elle avait les contrats, qui sont Ligne Rosée et Sina. Donc c'était quand même un stage intéressant, mais c'est vrai enfin, je lui ai demandé de faire une pause pendant le confinement Ok. parce que bah, j'étais en master 2 en cinquième année, et donc ça m'intéressait pas de faire des tâches de deuxième année, de faire du traitement de texte. Enfin, donc j'avais mis fin à ce stage. Et enfin, on a repris ensuite quand on est sorti du confinement. Et puis quand j'ai fini mon stage, j'avais pas prévu de travailler en agence. Ok. Et surtout, j'avais envie d'une expérience internationale parce que du coup, j'ai pas mal bougé et j'avais envie de bouger encore. Genre, j'adore Hmm. Paris, mais j'avais envie de découvrir des nouvelles personnes et des nouveaux endroits. Euh, et donc, je me suis dit que j'allais faire un volontariat international en entreprise, qui est, je sais pas si tu connais, tu vois ce que c'est ou pas, les VIE. Non. Donc, tu as deux types de VI. De VI, tu as les volontariats internationaux en entreprise et les volontariats internationaux en administration. Et donc, c'est pour les jeunes diplômés de moins de 28 ans, Ok. moins de 29 ans même, je dirais. En gros, que ça permet à des jeunes diplômés d'avoir une expérience à l'international de manière plus facile. Pas Ok. expatrié, c'est il, donc il suffit juste de trouver dans le pays que tu veux une entreprise de droit français. Ok. Et ça, c'est valable pour tous les Européens en fait. Ok. Et la difficulté, c'est que bon, pour moi, en tant qu'architecte d'intérieur à ce moment-là, c'est que les VI en général, c'est quand tu es dans des études genre de pharma, d'ingé, dans le BTP, donc ingénieur civil, ce genre de choses-là. Et donc architecte d'intérieur, il n'y avait pas énormément de VI. Deux fois.
mais j'en ai trouvé un. Donc normalement, j'en avais trouvé un à Singapour. Ok. Mais comme il y avait le Covid et les règles Covid à Singapour étaient très Strict. strictes, et surtout on savait pas trop où on allait aller. Genre on savait pas à quel moment le Covid allait s'arrêter, on savait pas combien de confinements il y allait y avoir. Donc j'avais discuté avec les RH de cette entreprise-là et du coup elle m'avait dit ben c'est mieux de chercher autre part parce que ils avaient gelé en fait tous les recrutements de VIE à cause Ok. du confinement. Donc initialement voilà je devais partir à Singapour et donc ça allait pas m'arrêter là parce que moi dans tous les cas j'avais prévu de partir. Donc je postulais quand même dans certaines agences au cas où, mais c'est vrai que bah, les propositions qu'on m'a faites, je les ai refusées parce que je me suis dit que si je commençais à travailler à Paris, j'allais Hmm. pas encore trouver la motivation de continuer à chercher un VIE. Et Hmm. finalement, j'ai un peu arrêté de chercher. J'ai juste parlé autour de moi, donc notamment à de la famille au Bénin que je cherchais un VIE. Et je leur expliquais ce que c'était. Et puis par hasard, chez mes parents, comme ils ont vu que je m'ennuyais un peu à Paris, ils m'ont proposé de venir à Cotonou, Ok. de faire la réception d'une maison qui devait terminer. Donc ils m'ont dit, bon, ils m'ont pris un billet d'avion et en fait on m'a proposé une mission de design quand je suis arrivée sur place. Donc j'ai eu un contrat, et ça c'était en janvier ou février 2021. J'ai eu un contrat en fait sur place pour designer 80 pièces de mobilier pour une villa au Cocotier. Stylé. Et donc, je suis venue en 2 fois. Je suis venue une fois en janvier, je suis restée jusqu'à mi-fin février. Et ensuite, je suis revenue en mars et je suis repartie en avril. Donc, j'ai fait environ 2 mois, 2 mois et demi à Cotonou. Et parce que je m'étais déjà dit qu'il y avait des opportunités pour les architectes d'intérieur. J'étais venue en 2019 et je m'étais rendu compte que quand je parlais de ce que je faisais, les gens étaient très intéressés. Et surtout, ils me disaient qu'il n'y avait pas assez d'architectes d'intérieur à Cotonou. Qu'il y avait beaucoup Ok. d'archis, mais pas d'architectes d'intérieur vraiment. Euh, et donc, il y avait un marché. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'architectes d'intérieur encore à Cotonou, enfin au Bénin globalement. Et donc, en fait, c'était quand? C'était en mai. C'est une connaissance qui m'a envoyé un poste du directeur, ou du président à Cotonou d'Africa Design School. Hmm. Et en fait, il avait fait un post sur LinkedIn où il expliquait qu'il cherchait un designer de moins de 28 ans en VI à Cotonou. Donc, il n'avait pas précisé c'était pourquoi. Il avait juste dit VIE Cotonou, moins de 28 ans. Donc, je lui ai envoyé un message un peu au talent. Je lui ai dit bonjour, je suis architecte d'intérieur, j'ai moins de 28 ans et je suis franco-béninoise. Donc, je suis intéressée pour rentrer. Et en fait, Hmm. il m'a rappelé, j'ai fait tout le processus de recrutement et il s'avère qu'il cherchait en fait un architecte d'intérieur ou un designer d'espace pour ouvrir la filière design d'espace à Africa Design School. Donc c'est comme ça que je suis Ok. arrivée. J'ai commencé à mon poste en juin 2021 et je suis arrivée à Cotonou le 1er septembre 2021. Donc voilà, Ok. j'ai fait Du mon... coup, Ouais. ok. Du coup, c'était pour être directrice des études de la filière design d'espace, c'est ça? Non, c'est pas directrice des études, c'est responsable pédagogique. Ok. Mais en gros, le responsable pédagogique, il recrute enfin, il trouve les profs, les professeurs qui vont enseigner auprès des étudiants, donc dans les différentes matières et les différents acquis qu'ils doivent obtenir pendant l'année. Hmm. Euh, et puis, il fallait faire vivre l'école aussi. Enfin, c'est une école encore jeune, parce que c'était de 2018. Maintenant, ça a avancé encore plus maintenant. Commence à y avoir beaucoup d'étudiants, etc. Mais c'est vrai que il y a eu pas mal de travail, on s'est donné. Et donc voilà comment je suis arrivée à Cotonou. Donc ça c'était en 2021. J'avais un contrat de 2 ans, puisque les contrats de VIE c'est 2 ans maximum. Et Hmm. quand on est arrivé à la fin de mon contrat, bon moi j'avais envie de faire autre chose, donc je suis pas restée à Africa Design School. Et depuis 2022, j'avais commencé à prendre des projets, au début un peu en off, parce que ça me manquait. L'administratif c'est bien, mais je suis designer. Hmm. Et donc, à côté du travail, je prenais des petits projets d'architecture d'intérieur. Et en 2022-2023, j'ai pris des projets un peu plus sérieusement. Et quand j'ai fini mon contrat à Africa Design School, j'ai officiellement ouvert au Lou Studio. Ok. Voilà. C'était toujours des projets à Cotonou ou pas forcément? J'ai eu des petits projets à Paris, mais j'avoue que j'ai pas non plus cherché.
J'ai pas vraiment Ok. fait de communication. Enfin, pour le moment, même encore maintenant, c'est seulement maintenant que je commence à réfléchir à ma communication parce que Hmm. c'est ça la vie d'une entreprise. Complètement. Mais j'avoue que la majorité de mes projets, ça a été du bouche à oreille. Euh, Hmm. on m'a recommandé, du coup les clients m'ont contacté comme ça. Donc pour le moment, j'ai pas du tout fait de communication. C'est pour ça que même si on va sur mon compte Instagram, je m'étais motivée rapidement en décembre, j'ai fait 4 posts et puis ensuite il y a rien eu depuis. On est maintenant en août, donc Hmm. ça fait 8 à 9 mois que j'ai rien posté sur Instagram. Mais j'avoue que j'étais un peu trop occupée, enfin j'avais d'autres projets en cours. Donc C'est un métier en soi. exactement, exactement. Et c'est pas un métier dans lequel je suis douée. Hmm. Euh, mais là, j'ai des stagiaires, des designers en stage, donc elles vont faire la com. Et puis, enfin, il faut d'abord que je travaille bien la com. Il y a un site internet qui est en cours de réalisation. Mais la majorité des projets étaient effectivement donc à Cotonou. Ok. Mais au Low Studio, je peux prendre des projets et exercer en France en même temps. J'ai ouvert les deux entreprises, enfin en France et au Bénin. Ok. Voilà. Mais du coup, sur Holo Studio, ce que tu fais, c'est tu fais des études de design d'intérieur et tu réalises, c'est ça? Tu, 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 tu En fait, travailles sur les deux bouts du projet? En fait, ça dépend de ce que les clients veulent. Ok. Ça peut être un service à la carte, il peut y avoir une prestation complète ou une prestation semi-complète. Ça dépend. On peut même s'arrêter en phase avant-projet sommaire, par exemple. En fait, ça va vraiment dépendre du projet de la personne. J'essaie de voir déjà en fonction du budget, parce qu'on va Hmm. pas enfin, on va pas se mentir. Ça peut être des choses qui peuvent vite coûter cher, même en termes de travaux. Parfois, les clients, ils n'ont pas conscience, mais ils pensent encore au prix de Cotonou d'il y a 10 ans. Hmm. Mais le prix de la matière première a augmenté de manière exorbitante, même depuis 3 ans que je suis là. Il suffit de regarder le prix du tech, par exemple. Euh, Tu travailles donc, beaucoup avec du bois? oui, je n'aime pas importer les meubles. Ce que je veux pour le studio, c'est quand même valoriser les savoir-faire locaux et les artisans locaux, parce qu'il y a énormément d'artisans très doués. Et puis c'est aussi une question de... Enfin, dans mes valeurs, il y a aussi l'écologie. C'est pour ça que je limite au maximum l'importation de meubles déjà faits. Je suis pas Ok. très fan. Donc je préfère tout designer sur place et ensuite ce soit réalisé. Mais donc oui, je vais faire les études d'architecture d'intérieur. Et puis ensuite, en fonction de ce que le client veut, je peux les accompagner. Donc soit en suivi de conformité, euh, où je viens et puis je regarde le chantier et puis j'explique au client que bon, là j'ai observé ça, c'est non conforme à ce que j'ai dessiné. Donc vous Hmm. pouvez le modifier, mais là j'ai pas trop d'interaction avec les entreprises. Alors du coup c'est moi qui suis les travaux avec les entreprises. Donc là c'est plutôt de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et Ok. dans ce cas-là, je vais échanger avec les artisans. Enfin, je les aide à trouver les bons artisans, à moins qu'ils en aient déjà. Et ensuite, on travaille jusqu'à la remise des clés ou la fin du projet Mais, de ce qui a été décidé avec le client. ok. Mais du coup, aujourd'hui, tu te spécialises plus sur des résidences, sur des intérieurs de résidence. Bah, comme je t'ai dit, comme je vais pas chercher pour le moment, j'ai pas vraiment de cible. Ça a vraiment D'accord. été les deux. J'ai eu du résidentiel. Là, j'ai eu une période où il y avait pas mal de gens qui me contactaient même pour faire une pièce, par exemple, pour faire le salon Hmm. ou toutes les salles de bain. J'ai eu toutes les salles de bain, par exemple. J'avais une maison, une villa avec 6 salles de bain. Euh, donc il y a du résidentiel, mais il y a aussi des entreprises et de l'hospitalité, par exemple un hôtel, enfin un guest house hôtel. Euh, Là, je travaille pour une entreprise. On est en train de faire leur bureau, leur siège. Et puis oui, du résidentiel. Donc, ça varie vraiment. À partir du moment où ça touche à l'espace, ça peut aussi être du retail, par exemple. J'ai fait des agences. C'est quoi du retail? Retail, c'est les magasins, c'est les Ah, services de d'accord, vente. ok. Ok. Services de vente. Donc c'est très varié en fait. À partir du moment où ça touche à l'espace, je peux intervenir dessus. Hmm. Mais je n'aime pas. Enfin, par exemple, si c'est un terrain nu et qu'on me demande de faire le design, je vais dire que c'est pas mon métier. Oui, je comprends. Je suis pas architecte.
Donc, qui contacte un architecte. Et moi, je peux travailler avec les architectes à partir du moment où les plans sont déjà avancés. Voilà, je peux Mhm. venir et commencer à dire, OK, on va faire ci, ça, comme ça, parce que les flux, voilà. Et puis, on travaille avec l'archi. Ok. Et donc, c'est des clients très variés. Ça change. Mais y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur? Et la troisième différence, elle est plus évidente, mais aussi architecte tout court et architecte d'intérieur. Hmm. Bah déjà, je sais pas si je pourrais bien faire l'explication entre architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur parce que je suis pas décoratrice. Du coup, moi-même, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais comme le nom l'indique très correctement, le décorateur vient décorer. Mhm. Euh, Moi, il fait pas les plans, ils font pas les plans, ils font pas les coupes, ce genre de choses-là. Ça va plutôt être des mood boards. Il y a Au une partie de ressenti. décoration dans ce que je fais, mais je peux par exemple dire on va casser ce mur parce que bah, ça va mieux respirer, ou enfin ce genre de choses-là. Ou par rapport à l'usage du bâtiment, l'usage de l'espace sur lequel on travaille. Par exemple, casser le mur là, voilà, ça va faire qu'il y a un flux qui est mieux. Alors que le décorateur, lui, ça va vraiment être plus sur l'objet, la décoration. Vraiment, c'est l'ameublement. Quand tu parles de flux, tu veux parler de mouvement ou Oui, de plus de d'air? mouvement, plus des gens, Ok. c'est le déplacement. Par exemple, je pense dans le retail, enfin dans les commerces, c'est important de penser à, ok, les clients, ils vont passer par ici, donc il faut que ce soit designé de telle manière ou que telle chose soit placée à tel endroit pour pas avoir des blocages, enfin, ce genre de choses-là. Et donc, bah, il faudrait discuter avec un décorateur ou une décoratrice d'intérieur qui expliquera mieux ce qu'ils font, mais Mhm. c'est plus vraiment comme le nom l'indique, de la décoration. Mais justement, par exemple, sur cette question de flux, de mouvement, c'est Mhm. quoi les outils que tu utilises pour comprendre quel est le bon flux ou quel, Mes quel est le études bon mouvement Oui, mais et dis-moi en l'expérience, plus. l'expérience, mais Oui. j'utilise pas de logiciel en particulier. Je pousse pas la réflexion aussi. Il Là, n'y c'est a, y a pas l'expérience. des, y a pas des règles, pas génériques, mais il n'y a pas des réflexes qu'il- qu'on devrait avoir. Ça dépend du projet, hein. C'est Ok. vraiment, là, pour moi, c'est vraiment l'expérience qui va parler parce que, enfin, chaque espace est différent, donc c'est difficile d'avoir une règle applicable à tout espace. Surtout si c'est pour avoir du public dans le bâtiment. C'est- Mais par exemple, je m'avancerai pas à designer un stade. Je n'ai aucune idée des règles de sécurité. Et là, par exemple, pour éviter un endroit, enfin un mouvement de foule, concrètement, il faut, enfin quand on design le stade, il faut vraiment une expertise particulière où là, ils vont vraiment utiliser des logiciels. Là, je parle de projets quand même à plus petite échelle, où vraiment c'est plus l'expérience qui va primer parce que bah, on a vu, on a déjà fait, donc on sait que la personne ou telle personne, ils vont se comporter de cette manière-là. Donc, on essaie d'anticiper un peu et d'améliorer. Tu as dit euh, que tu travaillais pas sur des terrains nus, qu'il fallait qu'un architecte travaille Ouais, et qu'ensuite, euh, et qu'ensuite tu viennes intervenir. Et ouais. sur ce point-là, je me suis toujours posé la question sur ça, sur est-ce qu'il faille que l'architecte consulte l'architecte d'intérieur dès le début de son travail, ou est-ce que c'est plus un travail de dégrossir? Est-ce que c'est plus un travail Alors, de il définit ses espaces et ensuite moi, tu je vais retravailles sur la seconde échelle? d'expérience de ce que j'ai vu, je trouve que alors les clients nous appellent souvent trop tard. Ok. Même en termes financiers, ils nous appellent tard dans le projet. Alors, je sais pas si c'est parce que les architectes nous contactent pas ou non. En tout cas, enfin, moi, je sais que c'est des amis en général qui me contactent. J'ai des amis architectes qui m'ont appelé pour, par exemple, travailler sur des projets ensemble. Euh, mais après, le truc au Bénin, c'est que enfin, tu peux faire ta maison sans appeler un architecte. Tu vas appeler le maçon, tu lui dis chap chap, viens faire mon truc, viens faire ma dalle. Et l'architecte n'a rien vu et on se retrouve avec des inepties, des trucs pas du tout adaptés pour les usages voulus ou des trucs complètement illogiques. Donc, bon,
Et l'architecte et l'architecte d'intérieur, pour moi, il faut qu'ils commencent à travailler ensemble à partir de l'avant-projet sommaire. Donc une fois que Ok. tous les espaces sont définis, où nous, on va pouvoir venir vraiment pour penser l'intérieur du bâtiment. Mhm. Un peu, et puis venir dire, ok, en termes de, là, du coup, de décoration, en termes d'esthétique, on veut plutôt ci, ça. Et donc là, voilà, pour travailler avec les archis, moi, je dirais, c'est une discussion que j'ai eue avec des amis architectes et on se demandait, parce qu'au final, j'ai jamais vraiment eu d'expérience de travail avec des archis, ou juste, c'était en off, c'était pas sur des gros projets. Mais je dirais phase avant projet sommaire, il y a les premières images 3D, il y a les premiers, il y a le plan plus ou moins, enfin c'est avant le plan définitif. Mais du coup là, en même temps, le client va gagner du temps parce qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait encore. Et souvent, moi, on m'appelle, il y a déjà tout le gros œuf qui est fait. Et Mhm. les gaines électriques sont déjà tirées. Et en fait, on se retrouve avec des trucs où je me dis, bah les gars, vous auriez dû m'appeler avant parce que là, soit je m'adapte à votre projet et c'est moins cool que ça pourrait être, que ce que ça pourrait être. Soit il n'y a pas le choix, il va falloir casser et ça va vous faire perdre des sous. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, dans l'idéal presque, ce serait de genre d'avoir un architecte d'intérieur dans son agence Ouais, pour éviter les problèmes. complètement. Complètement. Ça, là, Ok. ça, je l'ai même dit beaucoup de fois à mes étudiantes, hein, parce qu'il y en a qui me disaient quand ils cherchaient des stages, ils me disaient oui, mais c'est des agences d'architectes. J'ai dit oui, mais il faut travailler avec les architectes, justement. C'est pas, enfin, déjà, il faut ranger son ego et savoir qu'on n'est pas architecte. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas les compétences techniques. Ça faisait pas partie de nos études. Donc, pour moi, on est Mhm. obligé de travailler avec eux ou tout de plus avec des ingénieurs bâtiments. Moi, chez les clients, parfois sur les plans où il y a de la casse, des trucs, je leur dis, bah ouais, c'est pas des plans d'exécution. Il va falloir faire intervenir un ingénieur bâtiment qui lui va venir faire son analyse structure parce que là on est en train de toucher à la structure. Je vais pas casser un mur et pas faire venir soit un archi soit un ingé bâtiment. Et donc Mhm. oui, pour moi les architectes devraient, enfin, s'ils veulent vraiment bien travailler l'intérieur de leur bâtiment, avoir des architectes d'intérieur. Mais après, il y a des architectes qui sont aussi architectes d'intérieur. Donc, ils ont directement Oui. cette réflexion-là qui est à une échelle différente en interne. Mais il suffit de regarder les gros cabinets. En général, ils ont des architectes d'intérieur dans leur rang. Ok. Quels sont les sujets qui inquiètent un architecte d'intérieur? Je veux dire, est-ce que c'est des problématiques de couleur? Est-ce que c'est des problématiques de lumière? Est-ce que c'est des problématiques de... Encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'espace. Ça Ok. change à chaque projet. Et je pense que ce qui va importer vraiment le plus, en tout cas pour moi, dans ma démarche, c'est en numéro un, c'est de bien comprendre le client. De bien comprendre à qui j'ai affaire, ne serait-ce que pour proposer le design le plus proche de ce que eux ils souhaitent, puisque le but Mhm. on design pas pour nous. Même souvent c'est comme les cordonniers, on est très mal chaussé. Par exemple, mon appartement, j'ai mis longtemps avant de le designer, alors que pour mes clients, je vais aller très vite. Donc vraiment, c'est vraiment connaître le client, et souvent il y a une espèce de relation quasi amicale qui se développe, quasiment automatiquement. Euh, et puis ensuite, bien sûr, la lumière. Moi, ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est par exemple, je n'aime pas la clim, donc j'essaye de trouver des moyens de limiter l'usage de la climatisation en proposant à ce qu'on mette un ventilateur plafonnier, par exemple. Ou Mhm. d'autres choses, enfin, c'est montrer des choses nouvelles parfois aux clients auxquels ils auraient pas pensé. Et puis ensuite, oui, bien sûr, il va y avoir les matériaux, bah, quel type de carreaux on va mettre. Enfin, là, c'est toutes les questions esthétiques, hein. Peinture, couleur, lumière, naturelle et artificielle. Et puis la déco, l'ameublement, si ça fait partie du projet. Puis la disposition, vraiment, moi, mon numéro un, c'est de réfléchir à pour qui est-ce que je design. Ça, c'est Ok. peut-être le plus gros La plus truc. grosse question. Donc, Bah, c'est le plus ton... important pour moi. En numéro un, Mhm. parce que si on n'a pas bien compris le client, bah, déjà, il y a le risque de travailler dans le vide. Mhm. Parce que la personne va demander des modifications énormes parce qu'on n'a pas bien compris Mhm. ce que la personne voulait. Donc c'est à nous d'avoir ce rôle de venir poser tout plein de questions, d'échanger, de sympathiser avec les clients qu'on a en face.
Et après, c'est pas enfin, on le fait pas par obligation. Enfin, moi, naturellement, il y a forcément de la sympathie entre nous. Si je vois que quelqu'un m'a contacté et on a des tempéraments qui peuvent pas, ou moi-même, par exemple, je vais être tendue, on peut pas rencontrer tout le monde et tout de suite les aimer. Parfois, je refuse le projet parce que je sais qu'on va pas bien travailler ensemble. Ok. Donc voilà, numéro un, c'est les gens. Hmm. Est-ce qu'une architecte d'intérieur est une artiste? Je vais étayer un peu la question. Tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais du processus, des choses dont tu devais t'inquiéter dans tes études, tu disais premièrement qu'il faille euh, discuter, connaître, comprendre le client pour lui donner la réponse qui serait juste. Un peu Ouais. oui, pour dessiner l'espace qui lui correspondrait à lui et à lui seul. Ouais. Mais il y a ce que je constate, c'est que les architectes d'intérieur et même les architectes tout court, et même plus largement les designers tout court, qui sont les plus connus et qui percent le plus, ont une signature ou ont des réflexes. Par exemple, là tout de suite je pense à Harry Nuev de Crosby Studio. Tu vois, lui par exemple, il utilise beaucoup les miroirs, il utilise beaucoup des matériaux presque déchets qu'il ramène Ok. dans son truc. Et je me pose la question, est-ce que c'est des questionnements qui valent la peine, ou est-ce qu'il faut se concentrer plus sur la personne qui va vivre à l'intérieur de ton espace et t'oublier toi en tant qu'artiste? Ou est-ce que d'ailleurs même tu es une artiste, ou tu es plus une... Pas toi, mais qu'un Ouais. architecte intérieur devrait se penser comme un artiste? Alors, c'est marrant, c'était une des questions que je posais aux étudiants quand ils passaient leurs entretiens d'admission à Africa Design School. Je leur demandais quelle est la différence entre un designer et un bon, on va généraliser l'architecte d'intérieur à designer et un artiste. Et enfin, je me considère pas comme, alors oui, je me considère comme une artiste, mais pas quand j'ai ma casquette d'architecte d'intérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où l'artiste, il peut designer, enfin, il peut dessiner, il peut créer juste pour lui, sans avoir forcément un client en face, sans forcément Mhm. penser à quelqu'un qui va avoir l'usage de cet espace. Alors que, du coup, en tant qu'architecte d'intérieur, si je me laissais aller, oui, bon, on pourrait dire que oui, effectivement, je fais un truc artiste, enfin, je suis une artiste sur certains projets, mais c'est rare qu'on nous laisse carte blanche parce qu'il faut que la personne, donc il faut réussir à trouver le juste milieu entre créativité pour le projet de quelqu'un et créativité pour son projet. C'est là la distinction que moi je fais entre moi l'architecte d'intérieur et moi l'artiste. Quand je design pour moi, j'utilise beaucoup plus de couleurs par exemple, beaucoup plus de plantes, on va dire une démarche quand même plus artistique que quand c'est pour des clients où j'utilise plus la créativité et ma compréhension de eux, leurs besoins et de ce dont ils ont envie. Après, ça n'empêche que tu parlais de signature, par exemple, si tu demandes aux designers qui sont en stage à Holo Studio, elles ont bien compris que moi, c'était les arches que j'adore. J'adore les arches. Si je fais un projet qui a pas au moins une arche, c'est que c'est pas mon projet, quoi. C'est pas possible. Donc, ça dépend. Et puis ensuite, quand c'est une entreprise, on va dire, naissante, ça peut être difficile de faire des statements. Crosby Studio, ils vont avoir des designs, je crois que c'est eux qui font des bicolores, par exemple quelque chose de tout bleu, Oui, oui, ils aiment beaucoup de faire tout ça, oui. rouge. Exactement, bah, c'est un statement. Et en fait, à Cotonou, on n'a pas encore la liberté de faire ces statements. Parce que pour le moment, quand on nous appelle, c'est pour faire un restaurant et ça doit marcher chap-chap. Et les gens, ils ont un peu peur de ce genre de statements. Mais ça va venir, enfin vraiment, c'est dans les 2 prochaines années où ça va arriver, on va pouvoir commencer à plus s'amuser dans ce qu'on peut faire en termes de créativité, mais c'est clair qu'il faut aussi commencer à le proposer. Sur certains projets, je me tâte parfois à faire 2 versions, où il y a une version soft qui est ce que je fais actuellement et que que le client veut, a demandé, mais du coup quand même où je fais des propositions quand même avec les recherches qui ont été faites. Et une deuxième proposition où là c'est plus moi pour moi, c'est si j'ai du temps et que je veux m'amuser, je fais une version statement. Et peut-être qu'un jour je vais le proposer aux clients, ils vont dire ah bah c'est cette version là qu'on veut parce que c'est hyper créatif et voilà, tu as une signature.
Après, j'avoue que moi, dans mes styles, je suis plus soft, plus nature, plus minimaliste. Donc, le genre de statement à la Crosby, je suis pas encore là-dessus. Mais ça Je peut vois. venir. Mm. Tout à l'heure, tu parlais quand tu parlais de ton expérience chez Francesca Avossa, Oui. tu as dit que tu l'avais targetée parce qu'elle était oui, directrice créative de maisons et objets. Non, non, non. Alors, c'était pas de maison et objets, c'est qu'elle, elle avait une agence de direction artistique de luxe et Ok, pour maison de mobilier de luxe. C'est elle la ok, directrice artistique de Ligne Rosée et Sina. C'est deux marques de mobilier françaises où ils ok, font encore le mobilier en France. Donc, c'est assez rare maintenant. Et en fait, pour maison et objets, c'est elle qui designait leur salon, leur espace. Ils avaient des assez grands espaces. Et c'est elle aussi qui fait toute la création artistique, par exemple pour les magazines. Chaque année, il y avait les magazines. Maintenant, je crois qu'ils ont un peu réduit, justement, dans cette démarche un peu plus écologique, où on arrête d'imprimer 50 millions de catalogues qui, au final, vont pas forcément être regardés, puisqu'on est maintenant on est sur les ordis. Donc, ok, voilà. Mais non, ok. voilà, voilà. Bah, je voulais que tu me parles de maisons et objets parce que je connais mais de loin et j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils faisaient exactement. Donc, si je Bah, comprends bien, c'est un magazine d'art, c'est bien ça. non, Maison et Objet, c'est un salon qui a chaque année Ok, à Paris. Je pense que c'est même 2 fois par an. J'ai un petit doute, mais je sais qu'il y a le gros Maison et Objet qui est en septembre. Et en fait, t'as tout plein de marques. Enfin, c'est les marques internationales. Hein, et c'est pas que du mobilier. Ça va être vraiment décoration, mobilier, marques de luxe, marques de pas luxe. Enfin, tout plein de marques. Et ils exposent. Et c'est à la Villette. Et il y a pas mal de. C'est dans des hangars, des grands hangars. C'est là où il y a là où il y a la majorité des expositions en fait. Et donc tu te balades, tu vas et c'est un moment où tu peux. Et ben quand t'es étudiant, c'est bien d'y aller pour découvrir les marques, commencer à se faire des contacts pro, des contacts de fournisseurs aussi. Et ça mhm, peut être aussi comme ça. J'ai des amis qui ont trouvé du travail en allant à Maison et Objets parce qu'ils y sont allés avec leur CV. Ils ont dit voilà, je suis architecte, je suis designer, je suis ça. Et tac tac, ils ont échangé. Et il y en a un ami qui bosse à Berlin maintenant grâce à ça. Et voilà, Maison et Objets, c'est le plus gros salon de la maison et de l'objet en France actuellement, je pense. Et c'est en ok, septembre. Faudrait vérifier les dates. ok. Euh, j'aimerais reparler de l'architecture d'intérieur et de la pratique au Bénin. Pas au Bénin, mais en Afrique en général. Mm. J'ai deux questions par rapport à ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des différences? Il y en a forcément, mais quelles sont les plus remarquables de différences entre avoir une pratique ou même entre travailler simplement sur des projets africains en Afrique Mm. et travailler sur des projets européens en Afrique ou en Europe? C'est ma première question par rapport à ça. Ma deuxième question par rapport à ça, c'est euh, il y a un courant, je sais pas s'il faut l'appeler courant ou s'il a toujours existé et que c'est seulement maintenant qu'il se documente sur euh, un design qui soit africain. Je veux dire un design d'intérieur ou même d'architecture et d'objets tout court qui soit africain avec des Mm. codes africains, avec des réflexes africains. Il y a par exemple Mm. la set designer du film Black Panther qui avait eu Mm. un certain écho ou un certain buzz à l'époque à cause de comment est-ce qu'elle arrivait à créer un dialogue et une cohérence ou ce qu'on peut comprendre comme étant une Mm. cohérence de design africain. Donc Ok. je voulais simplement savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est vrai que c'est une question très large, mais je voulais simplement Ouais. savoir. Oui. Bon, déjà, moi, enfin, si je dois donner mon avis sur le design africain, je peux donner que mon avis sur mon expérience au Bénin. Je peux pas m'avancer pour ce qui se passe dans les autres pays. Je sais que en termes d'architecture d'intérieur et de design, à, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, par exemple, ils sont plus en avance que le Bénin. Ok.
Il y a plus d'architectes d'intérieur, il y a plus de designers d'espace, il y a plus. Il y a eu je pense que le public, il y a eu plus le public, les clients, les usagers, il y a eu il y a eu plus de demandes qu'au Bénin. Mais au Bénin, c'est en train d'arriver. C'est une Très question fort. de culture ou de marché? Hmm. C'est une question de culture ou de marché? Oui, oui. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'endroits, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait une vraie réflexion et un investissement sur on réfléchit l'espace et d'avoir bien réfléchi ton espace, d'avoir une vitrine qui a une vraie tête, et ça va ramener plus de clients. Mhm. Et il y a, par exemple, il y a encore très peu de vitrines qui sont vraiment travaillées à Cotonou. Mhm. C'est en train d'arriver, mais il y a au début, quand je suis arrivée, je me disais, bon, les seuls qui ont, on va dire, des vraies vitrines, entre guillemets, c'est Vlisco, Oui. où ils font vraiment tout un travail de scénographie. Après, c'est Vlisco, le travail est fait à l'international. Je pense que c'est fait dans leur bureau aux Pays-Bas, et ensuite c'est appliqué dans tous les magasins Vlisco du monde. Mhm. Mais pour moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment les seuls qui avaient, on va dire, des vraies vitrines. Euh, donc, tu peux me rappeler comment tu avais tourné ta question, la première, Euh, sur le design en Afrique? oui, je voulais dire sur la pratique, oui, sur la pratique en général, est-ce que tu as ressenti des, des différences remarquables entre ce que tu as connu comme expérience en Afrique, pardon, ce que tu as connu comme expérience Oui. en Europe pour des projets européens et en Afrique pour des projets africains? Ou même en Afrique pour des projets Euh, européens? alors, il y a du positif et il y a du négatif. Il y a les deux. Euh, alors, j'ai moins d'expérience quand même maintenant en France qu'au Bénin. Je commence à avoir plus d'expérience du Bénin, mais par exemple, quand tu fais le suivi de travaux en France, en fait, tu trouves une entreprise, un entrepreneur, et après, t'as pas besoin d'y aller tous les jours. C'est l'entrepreneur et le client, ils s'entendent sur les heures de passage, sur de telle heure à telle heure, il se passe ci, ça, ça. Il faut que quelqu'un soit sur place, soit pour surveiller, soit pour ouvrir la porte, enfin, ils se débrouillent. Et ensuite, tu fais ta réunion de chantier, tu t'arranges, voilà, tu t'entends avec les entrepreneurs. Bon, tu chapeautes, hein, quel corps de métier passe de quand à quand, voilà, il y a un calendrier de réalisation. Au Bénin, t'es obligé de venir tous les jours. ça, peut, ça peut être épuisant. Après, voilà, je commence à trouver bien les entreprises avec lesquelles j'aime travailler parce qu'on se comprend et du coup, il y a pas de problème. Donc, je commence à créer des partenariats avec certaines entreprises où je dis à mes clients, bah oui, j'ai travaillé avec cette entreprise-là, donc je peux attester de leur niveau de sérieux là-dessus. Mais c'est vrai que j'étais un peu, comment dire, un peu prise de court sur le premier, sur certains travaux où il fallait y aller tous les jours. Et ça peut être épuisant. Et parfois, tu y vas et malgré que tu aies fait les plans, et ça, c'est un autre truc, malgré que tu aies fait les plans, les 3D, les trucs, les gens vont pas forcément comprendre ce que tu as voulu dire dans ton truc. Si t'es pas là pour montrer, et du coup, faut vraiment être derrière. Et donc ça m'amène sur la partie des plans. Au Bénin, on travaille souvent directement avec les artisans. On passe pas par une entreprise qui contacte tel artisan. Tu as besoin du menuisier, tu vas avoir le menuisier. Tu as besoin du soudeur, tu vas avoir le soudeur. Et j'avoue que ça, je l'ai appris en 2021 sur le projet de design de mobilier. Parce que j'ai fait mes jolis plans, mes jolies coupes, mes jolis dessins techniques. C'était magnifique, j'étais très contente. J'ai fait mes 3D. C'est bien. Je vais voir l'artisan. Déjà, barrière de la langue, il parlait pas français. Je parle pas fond. Donc, on s'est regardé. Et j'avais quelqu'un qui parlait fond avec moi. Donc, la personne a fait la traduction. En fait, c'était un soudeur. Il comprenait pas du tout les plans. Donc, en fait, je me suis dit, bon, j'aurais pu économiser beaucoup de travail. Donc, maintenant, selon les projets, j'arrive quand même à adapter. Je sais qui va avoir besoin d'un plan, qui va pas avoir besoin de plan, même si j'aime bien quand même les faire tout le temps. Il n'y a pas toujours besoin parce que tu peux juste faire une jolie 3D où tu marques directement sur la 3D les mesures. Parce que Ok. le gars, c'est ça qu'il va comprendre. Ok. La vision dans l'espace, par contre, ils peuvent l'avoir très vite. Tant à partir du moment où il comprend l'objet, il y a le plan dont nous on a besoin pour vraiment bien comprendre l'objet sous toutes ses faces, sous toutes ses formes. En fait, pour certains, ils ont juste besoin d'une 3D. Enfin, ils ont besoin de voir l'objet. Mhm. Parce que le plan ne veut rien dire pour eux. Même s'ils vont te dire oui,
Il y en a, ils ont pas du tout compris. Oui, là, c'est leur nom et tu te retrouves, en fait, faut plus faire l'erreur, quoi, parce qu'après, t'as perdu des sous parce que tu vas pas dire au gars, bon, t'as fait, mais t'as pas bien fait. Tu t'es complètement trompé parce que t'as pas compris le plan. Mhm. C'est au designer, c'est à l'architecte d'intérieur, enfin, c'est la personne qui a amené le dessin de bien expliquer ce qu'il voulait. Donc voilà. Maintenant, sur les courants, on va dire, d'architecture intérieure, de design global, en Afrique, j'avoue que je peux pas trop m'avancer dessus non plus. Je sais que quand on cherche des références sur le design d'intérieur africain, c'est difficile. C'est difficile d'en trouver. Il n'y a pas de nom de mouvement, il n'y a pas eu la même documentation en fait qu'il y a eu en Europe. Mhm. Et c'est quelque chose que je trouve problématique parce que il y a une culture du design d'intérieur. C'est juste que c'était pas le nom qui était donné. C'est seulement récemment qu'on commence à dire architecture d'intérieur, design, ces trucs-là. Mais en réalité, il y a des codes dans les maisons, dans les résidences. Donc pour les commerces, je sais pas trop, mais les commerces ça évolue différemment. Mais dans les maisons, il y a des codes très très clairs. Il y a certaines pièces que je vois chez tout le monde ou que j'ai vu en grandissant, que j'ai vu chez mes grand-mères, chez mes parents, chez les amis de mes parents. Donc il y a déjà un truc, c'est juste qu'il n'y a pas eu le référencement qu'il y a. Si je vais sur Pinterest et que je mets Benini's Interior, je vais rien trouver. Oui. Ou alors je vais trouver Tu vas des trouver ton photos de propre paille et travail. de terre. Non, même pas encore parce qu'il n'y a aucun référencement. J'ai rien posté de mon travail pour le moment. Mhm. Donc enfin, en fait, il y a un problème de référencement et c'est à nous de le faire aussi. Je sais que par exemple pour mes moodboards, de plus en plus, j'ai commencé à tout prendre en photo. Ok. Des choses que je vois, des choses de référence, des tressages, je les prends en photo comme ça. C'est pas des photos que je suis allée chercher sur Pinterest et qui ont été prises au Vietnam. C'est des photos qui ont été prises au Bénin pour un projet au Bénin parce que je l'ai vu, parce que c'est intéressant, parce que le tressage était joliment fait et que je le veux dans mon moodboard. Mhm. Mais c'est à nous de faire ce référent, enfin ces bibliothèques, ces banques d'images. Mhm. Et j'ai commencé, j'en parlais avec mes étudiantes, je leur disais il faut faire votre propre banque d'images parce que l'intérêt de former des designers africains en Afrique pour travailler sur des projets africains en Afrique, bon là dans ce cas-là au Bénin, c'est de pas faire des copier-coller de ce qui se fait déjà. Mhm. C'est de reprendre ce que nous on a et à la limite de le moderniser. Par rapport à ce que tu disais sur je sais pas si le bon mot c'est le bon graphisme pour l'artisan africain, pour Mhm. comprendre peut-être Le qu'une bon médium. solution, oui, le bon médium, peut-être qu'une solution pour ça, j'y ai pensé là tout de suite, peut-être qu'une solution pour ça ce serait d'utiliser Sketchfab. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Qu'est-ce que ça fait? En fait c'est un moteur 3D. Et une fois que tu as designé ton objet une fois que tu as modélisé ton objet avec les dimensions comme tu dis, tu peux uploader le modèle, ça te génère un lien. Et du coup, l'artisan, il peut avoir tout l'objet sur son smartphone, par exemple. Donc, il peut jouer avec sans avoir le logiciel. Et il peut vraiment Mais comprendre ce qu'il travaille. pour ça, il faut voir un artisan qui a les crédits Internet. Moi, je propose. Qui n'est pas toujours. Non, mais c'est une bonne solution, mais c'est prévoir le papier quand même. Je comprends. Prévoir le papier. Bon, moi, les 3D, en soi, quand je fais les 3D juste de mobilier, c'est Unreal Engine. Non, c'est pas Unreal. C'est Keyshot que Ok, j'utilise. Et puis, je leur fais des rendus. Et donc là, maintenant, il n'y a plus de problème. Enfin, maintenant que j'ai compris comment certains fonctionnaient, c'est comme ça que je fais. Et puis, je leur montre et surtout, je prends le temps et je pose des questions. Et je leur dis qu'il ne faut pas me dire oui pour me faire plaisir, quoi. Parce que, en fait, on va tous perdre du temps et de l'argent. Donc maintenant, je make sure de m'assurer qu'ils ont bien compris ce que je demande avant qu'on commence. Et puis ensuite, je vais venir pendant la réalisation pour pouvoir dire, ok, non, ça va pas, on repart en arrière, on recommence. Tout à l'heure, tu as parlé de moodboard. Je voulais savoir, les moodboards, tu les fais pour toi ou tu les fais pour tes clients? Non, ça fait partie des étapes du projet avec les Ça fait clients. partie des rendus. C'est en phase esquisse. Ok. En esquisse, je propose des moodboards justement c'est pour encore mieux apprendre à connaître le client, Ok. pour savoir quelle est vraiment l'ambiance qu'ils vont préférer, ce genre de choses-là. Ok. Est-ce que tu leur proposes
à eux de t'envoyer des images de référence aussi de leur esthétique idéale. Ouais. Ok, En début de projet, ouais. Ça, là, c'est quand on apprend encore à se connaître. ok, Dans les... je leur demande s'ils ont, par exemple, les plans de l'espace qu'ils veulent, et qu'ils m'envoient toutes les photos de référence qu'ils peuvent avoir. ok. Parce que Euh, le plus de photos de référence ils m'envoient, le mieux je comprends leur projet et leurs attentes. est-ce que par rapport à ça, tu aurais une astuce sur comment tisser une bonne relation client? Tout à l'heure, tu disais que tu travailles selon l'énergie de la personne ou selon le fait que tu sois sûr que vous puissiez vous entendre. Donc déjà, Bon, hum, franchement, j'ai pas vraiment d'astuce, hein, parce que moi, bon, je fais confiance à mon instinct, et mon instinct m'a déjà trompé, hein. J'ai eu des clients que j'ai pas du tout apprécié de travailler avec eux. hmm, Ça peut arriver. En vrai, moi, je fonctionne plus à l'instinct, au feeling, quoi. Si j'ai un bon feeling, ok, let's go. Et il y en a certains, effectivement, bah, je sais pas, certaines personnes, c'est des red flags ambulants, donc je j'ai pas envie d'être dans une situation où je sais que ça va me fatiguer, hmm, parce que je sais que je ferai pas le meilleur travail que je peux faire, parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment, mais j'en connais qui n'ont aucun problème à travailler avec des gens avec qui ils travailleraient pas du tout normalement. hmm, Mais parce qu'ils arrivent à séparer peut-être l'affect du projet. Mais moi, j'avoue que dans ma démarche, j'ai besoin de bien connaître la personne pour bien designer pour elle. ok, ok. Euh, Enfin, bien, dans la mesure du possible, quoi. ok. Euh, sur le projet des 80 pièces de villa, Hein. est-ce que je suis curieux, est-ce que tu peux nous parler plus du processus sur ça, du projet en lui-même? Bah, c'était une villa en fin de construction dans la zone des cocotiers. Et c'est une personne proche de moi qui savait que j'étais architecte d'intérieur et qui m'a dit, bon bah, on travaille ensemble. On va dire que c'était ma première cliente au Bénin. Et alors le processus ça a été de vraiment discuter avec elle, comprendre ce qu'elle aimait. Par exemple, elle aime pas les canapés. Elle aime pas savoir que quelqu'un peut être assis juste à côté d'elle. Donc il y a eu des pièces de mobilier où j'ai gardé tout ça en tête. Et par exemple, j'ai designé un canapé où il y avait des accoudoirs entre. Ça fait un peu cinéma, mais designé d'une telle manière où on voit que c'est encore un canapé, un sofa, mais voilà. Donc, la personne m'a dit qu'elle avait une affection particulière pour le métal, donc il y a beaucoup des pièces de mobilier qui étaient en métal, des Ok, lits, fer forgé, enfin, donc c'était non, c'était un projet très intéressant. ok. Mais voilà. Et du coup, ce sont des pièces qui ont été manufacturées toutes pas des artisans que tu connaissais. Ouais. Alors, ben, c'est là que j'ai découvert mes premiers artisans. Enfin, c'est là où j'ai découvert que les artisans ne savaient pas tous lire les plans. Euh, j'ai pas suivi la réalisation des meubles. Je crois qu'elle a pas fait, elle a pas tout fait parce qu'au final, la maison en question, au final, je crois qu'elle l'a louée et donc elle avait pas tout fait. Mais elle a encore les plans et je sais qu'elle fait. Parfois, elle m'envoie une photo, elle fait ah, on a réalisé ça et je suis là, super. Ok. Euh, mais du coup, ouais, non, j'ai pas trop suivi. Mais j'ai beaucoup échangé avec les artisans à ce moment-là. Sur place Pour ou à comprendre même moi, distance? parce que sur place. Parce que même moi, souvent, on va designer quelque chose, mais on n'a pas la connaissance complète De la du physique. matériau. Et donc, bah, la physique, c'est la logique qui va prévaloir, mais on a aussi des cours de physique quand on est en architecture d'intérieur, donc on sait que bah, les forces, elles interagissent comme ça, machin, mais on se rend pas forcément compte que du bois, ça peut être aussi lourd que ça peut vraiment être. Ensuite, c'est l'expérience qui parle, mais là, j'avoue que j'étais assez jeune, enfin, je ne connaissais pas encore pas mal de ces choses-là. J'avais même pas, enfin, ayant habité en France toute ma vie et aux États-Unis, enfin, j'avais pas été confrontée, par exemple, aux portes qui peuvent gonfler ou dégonfler, ou le bois Mhm. qui gonfle, qui dégonfle parce qu'il fait humide ou qu'il fait trop chaud. C'était un concept tout nouveau pour moi. J'étais là en mode, ah, je savais que le bois travaillait, mais je savais pas qu'il travaillait comme ça. Mhm. Et ça, il faut savoir, il faut réussir à l'intégrer dans ses designs, sinon tu vas te retrouver avec des mobiliers qui sont fissurés. Comment on intègre Et ça, par exemple? bah maintenant, je le sais, donc déjà, je m'assure d'avoir un menuisier qui fait bien sécher son bois. Ok.
Genre quelqu'un qui va bien bien travailler son bois et pas prendre un bois qui est encore un peu humide et faire un design avec, quoi, parce que sinon vous avez fissure assurée. Et puis après c'est les aléas du pays, hein. Ça là, il n'y a pas le choix parfois. Il va y avoir des petites fissures. Mm. Mais du coup, et non, sur ce projet, j'ai surtout beaucoup échangé avec les artisans. J'ai demandé leurs conseils aussi. Est-ce que sur un lit, je peux mettre des tubes de 4 ou des tubes de 8, ou est-ce que pour une table, est-ce que je peux faire un plateau de 5 cm et vous n'allez pas me facturer le triple parce que j'ai mis un plateau de 5, ce genre de choses-là. Mm. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que tu as... Est-ce que aujourd'hui dans ta pratique, tu utilises des IA? Oui, ChatGPT à fond. Oh là là, ça me sauve la vie. Ok. Il s'appelle Jean Kodjo même. Ah oui, oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui. Ouais, j'utilise des IA. Après, j'utilise pas Midjourney encore. Enfin, je sais que je peux aller plus loin dans l'IA. Et c'est le moment de le faire pour gagner du temps, en fait. Ça va pas nous remplacer. En fait, il y a plein de designers. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions. En tout cas, pour moi, dans l'architecture d'intérieur, je considère que ça va pas nous remplacer, mais ça va nous faire gagner du temps. Midjourney, je peux dire, voilà, je veux un mood board où il y a ci, ça, 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 ça. Et ça va me sortir une image et du coup, j'aurais économisé du temps sur ma recherche d'images, Mm. par exemple, qui peut prendre du temps. Donc, pour moi, il faut intégrer effectivement l'IA au travail et l'utiliser intelligemment. Je ne vais pas utiliser l'IA pour me dire, ok, il y a de plus en plus d'IA où on prend une photo d'un intérieur, on le met et ensuite ça nous envoie une image déjà toute faite. Ça peut être intéressant si on est par exemple à court d'idées et qu'on veut des idées un peu différentes, ça nous l'envoie et ensuite il faut le retravailler. Là, il faut vraiment venir être l'architecte d'intérieur et dire, bon bah, il y a l'IA qui m'a fait cette image-là, maintenant comment je la retravaille pour que ce soit le design que moi je veux vraiment. Mais oui, c'est clair que là, il va y avoir des gens qui vont utiliser l'IA directement ou ne plus passer par des architectes d'intérieur. Mais moi, je considère qu'un expert un expert dans son métier qui maîtrise aussi l'IA, Mm. il est irremplaçable. Et du coup, c'est quoi les outils d'IA que que tu conseillerais par exemple? Moi, comme je t'ai dit, j'utilise que ChatGPT pour le moment. Donc, Ok. il faut se renseigner, il faut que je fasse ma veille moi-même des IA et quelles IA j'ai envie. Mais moi, je le vois comme, on va dire, comme tout accessoire. Le but, c'est d'améliorer, de me faciliter la vie. Moi, je suis une grande. J'aime dire que je suis une grande flemmarde. J'adore travailler, mais je suis une flemmarde. Je veux pas perdre du temps sur quelque chose que je peux faire en 30 minutes. J'ai pas envie de prendre 6 heures à le faire. Donc, si je trouve une IA qui va me faire gagner ce temps-là, tout en continuant à délivrer la même qualité par contre de travail. Ça, c'est un truc sur lequel je peux pas faire de compromis et j'ai pas envie de faire de compromis là-dessus. Dans ce cas-là, j'utiliserai cette IA là. Mais il faut que je fasse mes recherches pour savoir quelle IA va être plus adaptée pour moi, pour ce truc-là. D'accord. On va passer sur les questions de la fin. Premièrement, je voulais savoir, c'est quoi ta pire journée ou ton pire souvenir en tant que designer? Ou ça peut aussi être, c'est quoi le projet que tu as le moins bien raté? Pardon, le mieux raté. Non, ça, je peux pas dire. Non, on peut tous faire des erreurs. Il y a un projet. Après, c'est pas le pire. C'est comme si tu me demandais c'est quoi ta musique préférée. Moi, une semaine, je vais avoir une musique que je vais écouter tous les jours en boucle. Et la semaine d'après, ça va être une autre musique. Donc, je peux pas vraiment dire pire et meilleure journée parce que ça change tout le temps en fait. Et je considère pas qu'il y ait de pires expériences. Enfin, j'ai jamais pleuré sur un chantier, quoi. Tu peux être énervé, tu peux être saoulé, mais tu peux pas me mettre à pleurer. Bon, ça ne m'affecte pas à ce point-là. Mais bien sûr qu'on a des sales journées parfois. Peut-être, je dirais en pire, peut-être celle qui m'a, pire, j'aime pas dire pire, mais en termes de... Maintenant, je le considère comme une très bonne expérience parce que ça m'a appris tellement de choses. Donc, il y a un projet où, que ce soit le client ou les entreprises qu'on a trouvées, franchement, on n'était pas prêts. On s'est pas rendu compte de la quantité de travail et on a tous perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et donc ça, mais je le considère même pas comme un pire, c'est pas un pire projet, c'est un de mes projets préférés. Il m'envoie beaucoup de clients maintenant.
Avec le recul, c'est un projet que tu as refusé? Je l'aurais accepté, mais à ce moment-là, j'étais seule et je m'étais pas rendu compte de la quantité de travail qu'il y aurait à avoir. Hmm. Et je pense qu'aucun de nous, hein, enfin que ce soit même, enfin le client, les artisans, aucun de nous on s'est rendu compte. Et pourtant, il y en a, ils avaient des 20 ans d'expérience, mais c'est juste qu'on, je sais pas, on s'est pas rendu compte. Donc, c'est un projet qui m'a épuisé mentalement et physiquement, mais dont je suis très fière quand même maintenant. Mais il y a des erreurs qui auraient pu être évitées, donc ça a pu, c'était une expérience d'apprentissage. Et maintenant c'est presque un bon souvenir. Mais justement, par rapport à ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à peu près prédire la charge de travail qu'un projet va te demander? Ah, c'est l'expérience. L'expérience. Après, c'est clair que par exemple, je fais aucun devis sans être allé sur place. Ok. Il faut absolument que je vois le lieu. Normalement, même mes devis, moi, comme je les fais, ça dépend. Ça peut être en fonction de la surface, du mètre carré. J'ai besoin de savoir la charge de travail. Enfin, j'ai besoin de voir, mais s'il y a un truc, c'est que souvent on sous-estime. On facture pas assez, je pense, des fois, Hmm. parce qu'on se rend pas compte qu'il va y avoir plus de travail à tel endroit, et donc je pense que la majorité du temps on sous-estime. Même si maintenant je commence à être de plus en moins bonne. Déjà, j'estime plus trop en nombre d'heures de travail, mais plutôt en nombre de jours. Ok. En termes de semaines, je pense à un calendrier que j'essaie de tac 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 dans ma tête. Là, tu parles Et des puis études ou de la réalisation? études et réalisation. Bon, réalisation, franchement, c'est difficile à estimer, hein. Ça dépend vraiment du projet. Ça dépend vraiment de l'artisan, ça dépend du budget, ça dépend de la rapidité avec laquelle le client paye Hmm. les artisans. J'étais sur un projet où le client envoyait, je lui disais, le menuisier va prendre 60% d'avance, parce qu'il doit acheter le bois, et ensuite travailler, et le client envoyait 20%, et il comprenait pas pourquoi le projet avançait pas. Je lui dis, bah, tu lui envoies 20%, le gars va pas payer de sa poche Hmm. le bois pour ton projet. Il va faire 20%, il va faire un peu. Hmm. Je sais pas. Donc voilà. Ok. C'est des trucs comme ça. Ok. Si tu n'avais pas fait du design, qu'est-ce que tu aurais fait? Je veux dire de l'architecture d'intérieur, qu'est-ce que tu aurais fait? Et franchement, je sais pas, hein. Je me serais ennuyée. Non, en vrai, je suis très touche à tout, hein. Vraiment, ça, là, c'est un truc qui me fait peur, c'est l'ennui. Donc, je serais sûrement devenue artiste, hein, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Peut-être je serais restée en psycho, peut-être je serais retournée en médecine. Dieu seul sait. En tout cas, je suis bien là où je suis. Les connaissances que tu as apprises en psycho, elles te servent aujourd'hui dans le design ou pas Pas du spécialement? tout. Ok. Quand je dis psycho, j'ai été inscrite en psycho. J'ai pas dit que j'étais en Ah, cours de psycho. ok. J'étais inscrite, mais franchement, sur un an, j'ai dû aller. À tout casser, j'ai dû aller à 5 TD, Hmm. aller à 40 heures de cours. J'étais aux abonnés absents, hein. Vraiment, c'était pas mon truc, hein. Donc, s'il n'y avait pas eu d'option derrière, oui, je me serais ressaisie, mais c'est pas le cas. Donc, non, non, je pense pas psychologue. Je sais pas. Je comprends. Je sais pas ce que j'aurais été. Euh, c'est une question que j'ai oublié de poser du coup. Les pièces que tu fabriques aujourd'hui, est-ce que c'est des pièces qui sont à chaque fois destinées à être sur mesure pour les projets ou bien est-ce que c'est des pièces que tu penses éditer si tu en as l'opportunité? Alors, j'avoue que ces derniers temps, parce que du coup, je suis quand même très très occupée. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai Olu Studio, mais je suis aussi consultante. En design toujours? Pour euh, c'est artistique, c'est créatif, mais c'est pas en design. Je suis consultante, je suis la chargée de programme du programme incubation, enfin Incubima Animation à Seme City. Ok. Donc on accompagne des entrepreneurs dans le cinéma d'animation 2D, 3D. Ok, Donc c'est créatif. ok. Et c'est très intéressant. Enfin, il y a du dessin, donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. On va dire dans l'éducation design. Mais je suis un peu hyper active. Et j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps pour le moment de me poser et de designer mes meubles. J'ai des choses qui sont en tête, hein, qui sont prêtes à être faites, à être machin, mais il faut le budget, il faut le temps et il faut l'espace ensuite pour les éditer et les exposer. Donc c'est un projet qui verra le jour un jour. C'est prévu.
mais pas tant que j'ai Holo Studio plus consultant, plus truc, parce que c'est trop se distraire. Là, pour le moment, l'urgence, c'est ok, j'ai les projets sur Holo Studio qu'il faut finir et envoyer au client et que le client soit content, et ensuite, les autres projets viendront. Quand je serai en 100% sur Holo Studio, là, j'aurai plus le temps de réfléchir à créer une marque de mobilier. Non, mais en fait, je voulais dire, les pièces que tu crées déjà, par exemple, tu m'as parlé des pièces sur mesure que tu as créées pour le projet de... C'est du sur-mesure. Oui. C'est du sur-mesure. Pour les clients. Quand c'est pour un client, c'est toujours du sur-mesure. Mais tu n'as pas le droit de les sortir de ce cadre-là pour les... Ok. Ah si, puisqu'il y a cette chose magnifique qu'on appelle la propriété intellectuelle. Si c'est moi qui l'ai designé, enfin c'est mon design. À moins qu'on se soit entendu avec le client pour que je n'ai pas d'en faire ce que je veux, c'est ma propriété puisque c'est moi qui l'ai designé. Est-ce que... Donc, sauf si c'est une demande express d'une personne qui me demande de designer une pièce pour lui, mais c'est pas le cas pour le moment. Par exemple, à la limite, sur le projet des 80 pièces de mobilier, là, la question aurait pu se poser. Parce que la demande était vraiment au design de mobilier. Mais sur les projets d'espace où je dessine du mobilier sur mesure, la question ne se pose pas. Si je veux le réutiliser, je peux le réutiliser. Sauf si on en discute. En général, on en discute avec le client. Okay. Ça, c'est discuté. Et toujours par rapport à ça, est-ce que ces contrats-là, tu les rédiges toi-même ou tu fais appel à quelqu'un d'autre pour ça? Je viens d'investir pas mal d'argent là pour que j'avais déjà des contrats en fait. Okay. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient mal rédigés. Ok. C'est pas des choses qu'on vous a apprises en cours? On le voit rapidement, hein, mais il faut les réadapter. Et puis moi j'avais des contrats français. J'ai dû les réadapter quand même au Bénin. Okay. Et en fait, j'avais certaines problématiques et du coup, je suis allée voir un ami avocat à moi et puis il a rédigé mes contrats. Okay. Donc là, tous mes contrats ont été revus et puis j'ai un conseil juridique aussi surtout. Ça, c'est un truc à... on a l'impression sur le coup que c'est beaucoup d'argent, mais c'est un investissement qui protège. Et qui protège autant le client que le professionnel, quoi. C'est important que les mots soient mis sur les choses, que ce soit clair. Voilà, la mission, elle s'arrête quand ça, c'est fait. Et la raison pour laquelle je suis allée voir mon ami avocat, c'est pas tant que mon contrat était mal rédigé, c'était que il fallait les re-rédiger parce que là, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais bloquée sur un projet où le client rajoutait encore et encore des choses alors que pour moi, la mission était finie. Mais comme c'était mal défini dans le contrat, tu pouvais pas dire techniquement, non. Si, je lui ai fait comprendre que non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je me suis rendu compte que effectivement, dans mon contrat, la manière dont c'était indiqué, c'était pas assez clair. Donc il fallait éclaircir tout ça et simplifier et avoir un contrat qui permet au client de bien comprendre que voilà les limites, voilà ce que vous allez avoir, voilà ce que vous n'aurez pas, et de définir tout ça. J'ai encore une question sur ça, toujours sur cette partie plus administrative et juridique et aussi relation client. C'est quand le bon moment pour amener cette question de contrat sur la table dans le projet? C'est au début. Moi, je commence pas à travailler tant le contrat n'est pas signé. C'est à la première consultation déjà, à la première discussion déjà? Non, première discussion, j'apprends à connaître la personne, on m'explique le projet, comme ça moi je peux dire si oui ou non je suis le bon professionnel pour ce projet. Parfois il y a des gens, ils nous appellent, je leur dis écoutez, moi ça va vous coûter cher pour rien, vous pouvez aller voir directement l'artisan pour ça. La personne sait déjà exactement ce qu'elle veut, ça sert à rien qu'on travaille ensemble parce que je suis pas là pour prendre l'argent des gens en fait bêtement. Je pourrais dire oui, mais ensuite c'est quelque chose qu'ils peuvent gérer seuls. Donc le premier rendez-vous, c'est vraiment comprendre le projet, voir comment moi je peux intervenir et si c'est bien moi qui dois intervenir. Parfois c'est non, je vais renvoyer la personne vers des architectes. Et ensuite à la fin de ce premier rendez-vous, j'explique comment je fonctionne, donc quelles sont les phases de la phase d'étude design, j'explique les différents services, j'essaie de comprendre exactement est-ce qu'ils veulent des 3D, est-ce qu'ils veulent juste des plans, est-ce qu'ils ont tel budget. Et ensuite, je fais mon devis et une fois qu'ils ont validé le devis, j'envoie le contrat. Et le projet commence une fois qu'ils ont payé l'acompte et renvoyé le contrat signé. Ok. Sans ces deux composantes-là, même si on me dit c'est urgent, c'est pour demain, c'est pour machin. Même si on est amis. Il n'y aura pas.
Bon, les amis, c'est différent, on peut s'entendre. Mais au moins que le devis soit renvoyé, signé. Ok, Lu, bon pour approuver ce genre de choses-là. ok. Bah, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter, un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais communiquer. Mm, Non, pas particulièrement. Bah, on manque d'architectes d'intérieur au Bénin. Venez, s'il y en a qui regardent. Non, c'est tout. C'est tout pour moi. Ok. Bah, merci Timélia, merci pour ton temps et ton partage Merci à d'expérience. toi.